Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur les antennes d'Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de l'Africa Newsroom consacrée aux enjeux de développement des infrastructures aéroportuaires africaines. D'Abidjan à Nairobi, de Kigali à Addis Abeba, les infrastructures aéroportuaires se multiplient, se diversifient, se modernisent et s'agrandissent. Des milliards de dollars sont investis par les États, des partenaires privés et des fonds privés. On promet des emplois, du commerce, du tourisme et de l'intégration, mais sur le terrain et dans les communes, les villes desservies par ces hubs, quelle est la réalité? En Éthiopie, le futur aéroport de Bishoftu, estimé à 12,5 milliards de dollars, vise une capacité de 110 millions de passagers par an, soit un positionnement parmi les plus grands hubs mondiaux. Au Rwanda, le projet de Bugesera entend porter la capacité nationale à 14 millions de passagers avec l'ambition de devenir une plateforme stratégique en Afrique de l'Est, mais ces dynamiques s'inscrivent dans un paradoxe. L'Afrique ne représente encore que 2 à 3% du trafic aérien mondial, alors même que la demande devrait fortement croître dans les prochaines décennies. Sur ce, une question s'impose. L'Afrique est-elle en capacité de bâtir de véritables hubs compétitifs ou de multiplier des infrastructures ambitieuses sans intégration suffisante dans le système mondial? Pour y répondre, cet après-midi, nous sommes en charmante compagnie. Nous sommes notamment avec Monsieur Hervé Fopa, coordonnateur, rédacteur en chef du quotidien L'Économie. Monsieur Fopa, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Salut à vous et à vos téléspectateurs, merci de nous recevoir. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Barthélémy Eluna, internationaliste, spécialiste des questions économiques et de gestion. Monsieur Eluna, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Et enfin, nous sommes rejoints par quelqu'un qui a une expertise de plus de 15 ans dans le domaine. Nous sommes en compagnie de Pierre-Marie Bissek, cofondateur, architecte du cabinet TBS Architects and Partners. Monsieur Pierre-Marie Bissek, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, bonjour. On le disait en introduction, Bishoftu International Airport, c'est un méga aéroport le plus ambitieux du continent, d'un coût total de 12,5 milliards de dollars. Kigali, à son tour, ambitionne avec le nouvel aéroport de Kigali, situé à Bugesera, d'accueillir d'ici 2028 14 millions de passagers par an sur son territoire. Dans le même cadre, des aéroports comme celui de Douala cherchent à se moderniser. Frater Ndakayi Senga et Pauline Minka nous en disent plus dans ces reportages qu'ils signent pour nous. Le futur aéroport international de Kigali, actuellement en construction à Bugesera, est un projet d'une importance stratégique majeure. Mené conjointement par le Rwanda et Qatar Airways, son coût d'investissement est estimé à plus de 2 milliards de dollars américains. L'achèvement des travaux pour la première phase est désormais prévu pour l'horizon 2028. Cet aéroport est conçu pour accueillir dans sa première phase jusqu'à 8 millions de passagers par an, avec une capacité d'extension future portant ce chiffre à 14 millions. Le chantier progresse de manière constante selon les autorités rwandaises. Un partenariat a été scellé avec le Qatar dans le secteur aérien, englobant également la construction du nouvel aéroport, un projet dans lequel nous investissons conjointement. Les travaux progressent bien et nous nous efforçons d'accélérer le rythme afin d'assurer une mise en service rapide et opérationnelle. We are already up and running. Au-delà de l'infrastructure, l'enjeu est économique. Le Rwanda ambitionne de capter une part croissante du trafic aérien régional, aujourd'hui largement dominé par des hubs comme Addis Abeba en Éthiopie. Grâce à sa position géographique centrale, le pays veut s'imposer comme une alternative crédible en Afrique de l'Est, une stratégie portée notamment par la compagnie nationale Rwandair. Addis Abeba est déjà reconnu comme une plaque tournante majeure. Kigali est positionné pour devenir une plaque tournante régionale alternative, tirant parti de la situation géographique stratégique du Rwanda au cœur de l'Afrique. Cette position privilégiée nous offre un accès à toutes les destinations, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Notre nouvel aéroport sera donc une plaque tournante alternative pour un potentiel de développement et de concurrence face aux autres hubs régionaux. Nous entamons ce projet modestement, mais nous sommes déterminés à le développer continuellement, compte tenu de l'immense potentiel que représente le continent africain.
Avec ce projet, le Rwanda mise sur un levier majeur de croissance. Dans un contexte où le transport aérien africain reste confronté à des défis comme les coûts élevés, la faible connectivité et la fragmentation du marché, les opportunités sont importantes sur un continent qui ne représente encore que 2 à 3% du trafic aérien mondial. L'aéroport devrait ainsi stimuler le tourisme, faciliter les échanges et renforcer l'attractivité du pays. Reste désormais à transformer cette ambition en plateforme incontournable du ciel africain. Un autre enjeu s'impose, celui de la modernisation des infrastructures existantes, car dans plusieurs pays, les aéroports actuels restent confrontés à des limites en termes de capacité, d'équipement et de qualité des services. Exemple Cameroun avec l'aéroport de Douala où des travaux de modernisation sont en cours pour répondre aux exigences du secteur. Pouliminka. L'aéroport international de Douala, premier hub aérien du Cameroun et plateforme qui concentre près de la moitié du trafic national, s'apprête à connaître une transformation majeure. Le 12 novembre 2025, un avant-projet de rénovation du terminal passager a été présenté lors de la 136e session du conseil d'administration. Ce programme de modernisation estimé à 95 milliards de francs CFA vise à augmenter la capacité d'accueil et à aligner les infrastructures sur les standards internationaux. L'infrastructure aéroportuaire seule ne suffit pas. Il faut améliorer à l'aéroport de Douala l'infrastructure numérique, l'infrastructure digitale. Il est inconcevable qu'un aussi grand aéroport n'ait même pas de connexion Internet pour les passagers. Situé à proximité du port de Douala, principal poumon commercial de la zone SEMAC, l'aéroport occupe un rôle stratégique dans les échanges entre le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Le projet prévoit l'extension des infrastructures aéronautiques avec la construction d'une nouvelle aire de trafic. Les 20 000 m² existants seront entièrement réaménagés, tandis que 10 000 m² supplémentaires seront ajoutés, incluant de nouveaux comptoirs d'enregistrement. Les passagers en transit en ont besoin et ça ne coûte pas aussi cher que ça une connexion Internet dans un aéroport, mais ça augmente la compétitivité et la qualité des services offerts par cet aéroport. Les travaux devraient débuter au second semestre 2026 pour s'achever en juin 2028. À terme, la capacité annuelle de l'aéroport passera de 1,5 à 2,5 millions de passagers, renforçant l'ambition de Douala de devenir un hub régional incontournable. Hervé Faupo, on l'a entendu, les enjeux aujourd'hui sont nombreux. On parle de modernisation d'un côté et de l'autre, on parle de création ou alors de multiplication d'infrastructures aéroportuaires, alors que l'Afrique ne représente que 2 à 3% du trafic mondial. Les projets comme celui de Bishoftu sont-ils dimensionnés sur des perspectives réalistes ou sur des ambitions politiques? Oui, moi je pense que c'est un projet qui est réaliste parce que lorsque vous allez à l'aéroport actuel, vous vous rendez compte que le trafic est vraiment important et voilà, construire un nouvel aéroport, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que Addis Abeba aujourd'hui est un peu comme le carrefour en Afrique et nous trouvons que c'est déjà un peu saturé de ce côté-là. Donc ce nouvel aéroport va davantage contribuer voilà à favoriser le trafic et même à désengorger un peu l'aéroport actuel. Donc pour moi c'est une infrastructure qui au-delà de la politique est réaliste, autant pour moi. Voilà. Monsieur Pierre-Marie Bissek, certains projets visent des capacités allant de 50 à 110 millions de passagers par an, alors que beaucoup d'aéroports africains traitent moins de 10 millions. Comment dimensionner correctement une infrastructure dans ce contexte? Disons que le dimensionnement des infrastructures aéroportuaires obéit en fait à une règle. L'acronyme va peut-être m'échapper, mais Busy Hour Rate, c'est-à-dire qu'un aéroport est dimensionné selon l'heure la plus chaude de l'année en termes de passagers. Pour revenir sur l'exemple de Monsieur Faupa de l'aéroport de Addis, je pense que ceux qui y ont été dernièrement, il est quasiment en surcapacité. L'aéroport actuel d'Addis, je pense que le dernier chiffre, il doit avoir une capacité de 24, 25 ou 26 millions, il est déjà à 24. Donc quand on va à Addis, on le sent. L'aéroport ressemble vraiment à un marché, il est vraiment, vraiment saturé. Donc
éthiopienne, l'Éthiopie en général a vraiment des stratégies à très long terme de développement et le chiffre de 110 millions de passagers qui a avancé, c'est en phase finale, je crois en 2035 ou 2040. C'est un aéroport qui est prévu pour être ouvert par phase. La première phase en 2030 pour, je crois, 30 millions de passagers ou 40 millions et la phase finale 10 ou 15 ans après. Donc c'est une anticipation de la croissance du trafic aérien africain qui les amène à avoir ces chiffres-là. Et pour conclure, je crois que c'est un peu l'éléphant qui cache la forêt parce que l'aéroport d'Addis Abeba est le double, le triple ou le quadruple même du second aéroport en construction en Afrique. Donc c'est peut-être difficile de le comparer aux autres. Monsieur Iluna, pour un État, quelle est la stratégie qui détermine la construction d'un aéroport et quels sont les métiers requis pour la réalisation d'une telle infrastructure? Dans quelle mesure, pour être plus simple, dans quelle mesure est-ce qu'un aéroport génère-t-il des emplois durables et accessibles aux populations locales? Ok. Je vais commencer par la dernière phase de votre question. Dans quelle mesure un aéroport génère-t-il des emplois stables et durables? S'il faut parler dans le sens du développement durable, la durabilité elle se comprend très vite, on n'a pas besoin de revenir dessus. Mais en termes de durée dans le temps, c'est tout autre chose. Déjà, pour aménager, mettre à jour un aéroport, il y a un certain nombre de métiers requis. Et je parle sous le contrôle de l'ingénieur qui maîtrise de l'architecte, autant pour moi. Bref, c'est la même famille de métiers qui maîtrise mieux ces jargons que moi. Dans cette mesure, si par exemple il faut refaire les pistes d'atterrissage, ça demande autant des urbanistes que des techniciens de génie civil, de travaux, BTP, bâtiments et travaux publics, et des environnementalistes. Sauf que c'est pour une période bien déterminée. Lorsqu'ils auront fini à ce niveau, ils devront passer à autre chose. Ceux-là, ils sont recrutés à titre ponctuel. Maintenant, ceux qui vont bénéficier à terme de la durée en termes d'emploi, c'est ceux qui vont être recrutés pour travailler dans cet aéroport. Parce que c'est pour eux que l'infrastructure est aménagée et mise à niveau. Ce qui fait que si par exemple un aéroport, je dis n'importe quoi, avait 1500 employés, lorsqu'on envisage de l'agrandir, il y a autant de facteurs multiplicateurs d'emploi que de facteurs d'agrandissement. Et maintenant, sur la première phase de la question, si vous pouvez la reprendre pour que je puisse mieux... Justement, quelle est la stratégie que les États devraient mettre en place pour s'assurer que des projets comme ceux-là participent durablement et efficacement au développement de leur économie? D'accord. Là, ça nous renvoie directement à la politique de l'emploi dans chaque pays. Et la politique de l'emploi ici s'accompagne de la politique infrastructurelle. Dans la mesure où, lorsqu'on envisage de développer davantage une infrastructure, on prévoit qu'il y ait dans la phase de développement de cette infrastructure des emplois immédiats, des emplois saisonniers, donc dans la phase immédiateté de l'emploi, des emplois moyens, je parle pour que monsieur tout le monde puisse comprendre, des emplois qui sont là jusqu'à ce qu'un certain seuil de réalisation de l'activité soit atteint, et des emplois longue durée. Et là, c'est pour les bénéficiaires à terme. Ceux qui vont être recrutés, ceux qui vont de temps en temps gagner un espace commercial, ceux qui. Tout cela rentre dans la politique de l'emploi et dans la politique infrastructurelle, ce qui demande en amont une sérieuse planification stratégique, tant pour l'emploi et l'employabilité dans le secteur que pour la viabilité et la durabilité de l'infrastructure qui est mise sur pied. Parce que, il faut le dire clairement, on ne pense pas à une infrastructure pour monsieur qui aura 15 ans dans 10 ans, on pense à une infrastructure pour monsieur qui aura 50 ans dans 60 ans, c'est-à-dire n'est pas encore né. On se dit, si nous allons vers cet objectif en termes de développement ou de stratégie de développement dans un État, qu'est-ce qu'il nous faut pour atteindre ce but? Qu'est-ce qu'il nous faut pour atteindre cet objectif? On planifie et au terme de la planification, on arrête une stratégie qui va être déployée progressivement. Et Madame la directrice générale de Rwanda, elle a dit, on le fait modestement, mais avec le mindset qui fait comprendre qu'on ne va pas s'arrêter en chemin. On ne va pas s'arrêter en chemin. Monsieur Bissek, je reviens à vous. Aujourd'hui, voyager entre deux capitales africaines implique souvent une escale en Europe ou au Moyen-Orient pour des raisons liées au coût des billets d'avion. Plus de 70% des routes aériennes africaines passent encore par des hubs hors du continent. Comment expliquer cette dépendance infrastructurelle? C'est peut-être
pas au niveau des infrastructures, c'est peut-être au niveau de la capacité de chaque État à structurer une compagnie aérienne nationale viable. Et je regardais l'autre jour un documentaire sur YouTube à ce sujet qui avait une réponse simple. Le modèle est là. Le modèle Ethiopian Airlines est là pour tout le monde, pour le copier, etc. Un modèle basé sur plusieurs sources de revenus, le fret, les passagers, etc. Donc, pour répondre à votre question, c'est plus un problème de compagnie nationale et puis de coût de transport. Il est de notoriété publique que le coût des billets d'avion et le coût du transport aérien est beaucoup plus cher en Afrique. Ce dont vous parlez, j'en ai été, je vais dire, victime. J'ai eu un problème d'avion à Brazzaville. Mon avion n'était pas disponible. Pour rentrer à Douala de Brazzaville, j'ai dû repasser par Addis Abeba pour redescendre à Douala, alors que Brazzaville-Douala, c'est 1h30 de vol. Donc vous voyez un peu, et pareil, j'ai une cliente qui vit à Kinshasa, qui me disait que quand elle vient de Kinshasa à Douala, elle remonte par Addis. Donc le problème que vous soulevez est peut être formulé. Pourquoi la RDC n'a pas une compagnie compétitive? Pourquoi, etc. Chaque pays ne met pas en œuvre ces types de compagnies qui sont, comme le disait monsieur, nécessaires en termes de croissance, en termes de transport, en termes de développement de chaque économie. Est-ce qu'on ne verrait pas plutôt sous l'angle de créer des compagnies sous-régionales? En prenant l'exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des compagnies spécifiques à la CEMAC, à la CEDEAO ou alors même à la SADC? Monsieur Lycée, je reviens à vous. Ça, je vais peut-être plus laisser les économistes répondre, mais la petite information, la petite expérience que j'ai, c'est que ça n'a pas spécialement marché. On parle de Air CEMAC depuis des années. On a vu Air Afrique. Disons qu'il y a peut-être sur ce point une espèce de chasse gardée de chaque pays qui tient à avoir sa compagnie, qui tient à avoir... Et même au niveau international, on peut comparer. Je crois qu'une des rares que je pourrais citer comme ça de mémoire compagnie transnationale, c'est peut-être la Scandinavian SAS qui mélange, je crois, la Suède, la Finlande, mais c'est très rare que plusieurs pays, parce que par définition, une compagnie aérienne, c'est un enjeu de souveraineté, donc c'est difficile qu'un pays lâche cet enjeu-là pour le partager avec d'autres. Après, je pense que vous pourrez peut-être mieux répondre que moi. Pour embrayer sur la question de l'économie, Monsieur Foppa, des projets comme ceux-ci demandent des capitaux considérables dont les économies africaines ne disposent pas souvent. Au lieu de participer au développement du continent, est-ce qu'il ne s'agit pas là plutôt de gouffre d'endettement? Oui, effectivement, pour réaliser un certain nombre d'infrastructures comme ceux dont vous venez de citer, des infrastructures aéroportuaires, les États font généralement recours, à l'endettement. On parlait tout à l'heure de l'aéroport de Douala qui va bénéficier d'un financement de l'Agence française de développement pour sa modernisation. Oui, c'est source d'endettement, mais si on capitalisait ça autrement, cet endettement pouvait être plutôt rentable pour nous. Mais le véritable problème, c'est que on s'endette, mais par la suite, on n'arrive pas à mieux rendre opérationnel non seulement les infrastructures, et cela constitue un véritable manque à gagner. Je reviens à vous, Monsieur Eluna. Un hub performant nécessite souvent 2 à 4 pistes opérationnelles et une forte capacité de stationnement. Les projets africains intègrent-ils suffisamment ces exigences techniques aujourd'hui? Je vais répondre froidement. Nous allons encore à la vitesse de l'enfant qui fait ses premiers pas. Donc, à ce niveau, monsieur tout le monde a compris que nous n'avons pas encore été mis à niveau. Nous sommes en phase vers la phase intermédiaire de mise à niveau. Il n'y a peut-être que Addis et peut-être l'aéroport BIS de Dakar qui pourraient correspondre à ce niveau qui correspond à la classification des hubs internationaux et peut-être South African Airways. Dans ce cas, on se rend compte que, bon, c'est vrai, c'est Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, mais dans le cœur de l'Afrique, nous apprenons encore à marcher. Et dans ce domaine précis, nous avons des aéroports internationaux qui n'ont qu'une seule piste de décollage et d'atterrissage, avec des pistes secondaires pour parquer un avion en attendant qu'il reprenne les airs. Ce qui fait comprendre que même quand il faut penser à la mise à niveau, il y a d'autres conflits sous-jacents qu'il faut prendre en compte.
Et je peux comprendre que Dakar BIS a peut-être tenu compte de ces enjeux sous-jacents pour aller chercher un espace qui était moins conflictuel et créer un aéroport beaucoup plus performant que l'aéroport de Dakar. Dans un cas comme celui qui est l'aéroport international Yaoundé-Simalène, tout aux alentours de l'aéroport, s'il faut penser par exemple à la mise à niveau de cet aéroport, il y a des familles qui vivent là, il y a des villages qui sont là, il y a des gens qui ont leurs ancêtres enterrés là, et c'est des conflits qu'il faut prendre en compte. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des pays plus développés où l'urbanisation a été pensée il y a des siècles, où on sait que lorsque quelqu'un est décédé, il y a tout un quartier qui est cimetière, et peut-être même toute une ville qui est cimetière, et dans la zone urbaine, on n'attribue pas des lots en termes de patrimoine foncier à tout va. Des lots sont prévus pour un certain type d'infrastructure et projets de développement sur le très long terme. Ce qui signifie qu'on a pensé sur 200 ans. Pas sur 10, pas sur 15, pas sur 50, mais sur 200 ans, c'est-à-dire 2 siècles. On se dit par exemple que, bon, je dis n'importe quoi, Yaoundé, nous sommes en 2026, en 2226, Yaoundé devra être si. Ceux qui planifient aujourd'hui doivent tenir compte du fait qu'il y a des conflits sous-jacents et il y a l'espérance de la vision Yaoundé 2226. Et dans ce cas précis, on va donc avoir une politique urbaine de Yaoundé qui a pensé à, lorsqu'on est en démographie, une génération c'est 5 ans. 200 ans, ça fait 40 générations. Une planification stratégique qui a pensé à 40 générations ou bien sur 40 générations, qui aide donc mieux à développer, à implanter, à étendre, à délocaliser lorsqu'il le faut, avec des plans de secours. Et c'est en cela que la planification stratégique est essentielle. Mais au-delà de la planification stratégique dont il est question, est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier, comme M. Bissek le proposait tout à l'heure, bénéficier de l'expérience de ceux qui ont déjà fait avant nous? Là, on parle par exemple d'Ethiopian Airlines, mais on a entendu tout à l'heure dans le reportage, le nouvel aéroport de Kigali, situé à Bugesera, est fait avec le concours de Qatar Airways. Est-ce qu'on ne verrait pas également vers l'Occident ou vers le Moyen-Orient, des personnes qui viendraient capaciter le continent africain? Peut-être une réponse en un mot. Oui, vous aurez certainement compris que c'est le planificateur stratégique qui vous répondait. Pour que Kigali puisse développer cet aéroport, Kigali a dû anticiper ces conflits sous-jacents. Donc, il y a certainement une politique urbaine qui a été pensée avant que cette mise à niveau de l'aéroport soit pensée, ou alors soit enclenchée. On apprend toujours des autres qui ont fait mieux que nous, ou bien qui ont déjà fait avant nous. Mais encore, il faut contextualiser cet apprentissage parce qu'il y a des réalités sous-jacentes au niveau endogène qui parfois bloquent des projets. Le cas le plus palpable au Cameroun, c'est l'autoroute Douala-Yaoundé. Il y a des réalités sous-jacentes qui bloquent ce projet et peut-être pour des raisons stratégiques, on ne communique pas encore assez dessus. Mais en tant que planificateur stratégique, lorsque j'analyse cette situation, c'est tout ce que je vois qui pourrait autant bloquer ce projet. Monsieur Bissek, je reviens à vous. Est-ce que sur la même question, vous voyez que au niveau continental, les politiques régionales sont favorables au fait d'apprendre des pays comme l'Éthiopie ou alors de regarder plutôt vers l'Occident, vers des pays aujourd'hui nouveaux partenaires du continent comme la Chine? Disons que ça dépend des pays. On va prendre la Côte d'Ivoire qui a un fort développement de Air Côte d'Ivoire. On vient de voir le Rwanda qui essaie de copier ce modèle en faisant un hub. Il y a Sky. Donc c'est assez contrasté selon les pays. Je crois qu'on peut pas dresser comme ça un constat général, mais ça renvoie plutôt à la question de la libéralisation du ciel africain qui a été actée à Yamoussoukro, je crois, en 99, mais qui tarde à être signé par les différents pays qui doivent en fait. Ça revient à cette question de l'ouverture entre les capitales, de l'accélération du trafic. Donc toutes ces questions-là, je crois, sont liées et sont traitées souvent au niveau de l'Union africaine, mais tardent à se concrétiser sur le terrain et entraînent tous les blocages dont on parle. Voilà, monsieur, nous marquons une courte pause dans ce débat à suivre dans la deuxième partie de cet échange. Nous analyserons les défis structurels du transport aérien africain, notamment en matière de connectivité, de coûts et d'intégration du marché.
Bon retour sur ce plateau pour la deuxième partie de votre programme. Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom, nous parlons des enjeux de développement des infrastructures aéroportuaires africaines. Pour la cause, nous sommes accompagnés cet après-midi de Hervé Fopa, rédacteur en chef du quotidien L'économie, de Barthélémy Eluna, internationaliste, spécialiste des questions économiques et de gestion, et de Monsieur Pierre-Marie Bisset, cofondateur du cabinet TB's Architects and Partners. Aujourd'hui, au-delà des infrastructures, le véritable enjeu du transport aérien africain se situe dans son organisation et son intégration, car un aéroport performant ne se suffit pas à lui seul pour structurer le marché. Les politiques régionales sont nécessaires pour participer à l'essor de cette intégration. C'est ce que nous dit Phil Mentini dans ce reportage qu'il signe. Une décision appelée à rebattre les cartes du transport aérien en Afrique de l'Ouest vient d'être actée. À partir du 1er janvier 2026, les tarifs des billets d'avion pourraient chuter de près de 40% dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Tous les États membres supprimeront les taxes non directement liées au transport aérien et appliqueront une réduction de 25% sur les redevances passagers et de sécurité. Our community will implement a landmark measure. Notre communauté mettra en œuvre une mesure historique visant à réduire le coût des voyages aériens en Afrique de l'Ouest. En vertu de cet accord, les États membres supprimeront les taxes sur le transport aérien et réduiront de 25% les frais de passagers et de sécurité. Les taxes et redevances représentent jusqu'à 50% du prix final d'un billet d'avion, faisant de l'Afrique de l'Ouest l'une des régions les plus coûteuses au monde et la laissant à la traîne face à l'Afrique du Nord qui capte près de 40% du trafic aérien continental. Il s'agira d'une affirmation audacieuse de notre volonté collective de faciliter la circulation de nos populations, d'approfondir le commerce régional, de stimuler le tourisme et de renforcer les liens sociaux et économiques qui définissent notre communauté. Selon les experts de la CEDEAO, la réforme pourrait augmenter la demande de 20 à 30% et corriger un déséquilibre majeur, la fiscalité représentant parfois jusqu'à la moitié du prix des billets. À cet effet, le ciel ouest-africain pourrait enfin s'imposer comme un levier de croissance plutôt qu'un frein au développement à l'horizon 2026. Monsieur Bisset, à l'horizon 2040, l'Afrique devrait connaître l'une des plus grandes croissances du trafic aérien mondial liée à l'explosion autant pour moi démographique selon la BAD. Quelles décisions structurelles doivent être prises aujourd'hui pour transformer ce potentiel en réalité? Je pense que les processus sont en cours. On a parlé des différents aéroports qui sont en cours, certains de construction, mais pour la plupart de rénovation. On a parlé de celui de Douala, mais le hub majeur de Kenya Airways à Nairobi doit subir une rénovation et un agrandissement. Je pense que les infrastructures aéroportuaires doivent, comme vous l'avez souligné au début de votre propos, accompagner cette croissance urbaine en justement permettant le développement d'infrastructures aéroportuaires plus globales, incluant un concept d'urbanisme qui s'appelle aérotropolis, c'est-à-dire l'aéroport comme infrastructure urbaine qui connecte des routes, parfois du rail, parfois des infrastructures multimodales qui permettent de créer des emplois, de générer tout un écosystème autour de l'aéroport pour capter et profiter de cette croissance urbaine qui va entraîner la croissance du trafic aérien. Monsieur Fopa, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale devrait augmenter le fret aérien de 28% et stimuler le commerce intra-africain de 40%. Avec la libéralisation du ciel, le trafic passager devrait croître pour lui et pour sa part de 5,7% par an jusqu'en 2034. Estimez-vous que les projets en cours représentent déjà des investissements critiques pour atteindre cette vision? Oui, je pense que les investissements en cours vont permettre d'atteindre cette vision et cette vision est très importante, notamment dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine parce que, comme vous le savez, il est très difficile, on a souligné en début d'émission, de se déplacer dans les différentes capitales africaines aujourd'hui. Et avec la ZLECAf, il sera question, le développement des infrastructures est au cœur même de ce type de projet. Et avec les retards qu'on observe dans les différents projets intégrateurs,
je pense que le développement des infrastructures aéroportuaires, si jamais ce développement s'accélère, va donc permettre une meilleure mise en œuvre de la ZLECAf. Monsieur Ilounan disait tout à l'heure, selon l'IATA, les billets d'avion en Afrique figurent parmi les plus chers au monde. On parle de jusqu'à 30 à 50% plus élevés que sur des marchés comparables. Tout à l'heure, on a évoqué le problème de concurrence, celui de fiscalité, mais est-ce qu'on ne parlerait pas aussi du problème lié aux hydrocarbures? L'Afrique produit principalement ces hydrocarbures, mais n'utilise pas. Le coût principal des billets est lié à celui de l'achat du kérosène. Comment comprendre ce déphasage ou ce paradoxe aujourd'hui? Le paradoxe est très facile à comprendre. Nous produisons du pétrole brut, mais que nous ne raffinons pas sur le sol africain. Et pour pouvoir raffiner un certain seuil, le pétrole brut, il y a un certain nombre de procédés chimiques qu'il faut pouvoir maîtriser en termes de technologie. Et parlant de transfert de technologie, nous rêvons encore comme Alice au pays des merveilles. Donc, nous sommes obligés d'acheter du carburant raffiné de l'extérieur, ce qui coûte d'abord plus cher. Déjà que c'est pas nous-mêmes qui allons acheter, c'est des marketeurs qui vont acheter et qui viennent nous le revendre un peu plus cher parce qu'ils doivent se faire des marges aussi, c'est du business. Maintenant, comment comprendre que nous sommes si proches, mais l'interconnexion du ciel coûte aussi cher? Ça va des hydrocarbures, ça va aussi de cet hyper-souverainisme, si je peux le dire ainsi. Chaque État veut s'approprier son ciel et ne veut pas laisser son ciel à la merci de n'importe qui. Je dis n'importe quoi. Or, si on est capable de faire un peu comme ce que l'Afrique de l'Ouest essaye de faire, interconnecter le ciel pour réduire les coûts, cela pourrait permettre déjà de faire un pas en avant. Tout à l'heure, on a parlé aussi de l'hypothèse de créer des compagnies collectives ou alors sous-régionales. Le problème de l'hyper-souverainisme vient encore être cette réalité endogène sous-jacente qui bloque le processus depuis des décennies. Pourquoi? Parce que chacun veut maîtriser son ciel, chacun veut autoriser qui il veut accéder à son ciel, et si ce n'est pas le cas, il se dit qu'il perd un peu de souveraineté sur son ciel. Encore que, en cas de conflit potentiel, si le ciel est totalement ouvert, vu que nous avons des accords aériens avec X ou Y, il peut tranquillement transiter par notre ciel pour aller mener une exaction quelque part et revenir par notre ciel pour rentrer chez lui. Ça nous fait automatiquement des complices du fait. Parce que nous avons un accord avec lui qui lui a permis de transiter par notre ciel pour aller mener son opération où il voulait et de revenir par notre ciel. Donc, cet hyper-souverainisme a son pendant positif qui est de maîtriser les flux et les transits aériens par son espace aérien, mais le mauvais côté de la chose, la mauvaise face de la médaille, l'autre face de la médaille, c'est le fait que ça finit par coûter cher aux contribuables, premièrement, et aux clients qui empruntent une compagnie aérienne et qui est obligé, aux dernières nouvelles, il y a quelques années, j'avais des amis qui faisaient Douala-Libreville. Ça coûtait plus cher que de prendre Douala-Abidjan. Or, nous sommes à 45 minutes de vol. Douala-Abidjan, c'est à peu près 3 heures de vol. 4 heures. Voilà, 4 heures de vol. 4 heures de vol coûtent bien moins cher que 45 minutes de vol. Comment expliquer cela? Il y a des réalités endogènes sous-jacentes qui, parfois, viennent plomber un certain nombre de réalités et qui nous amènent à comprendre qu'au-delà des bonnes volontés, il faut prendre en compte le terrain. Monsieur Bissek, vous souleviez tout à l'heure qu'on pourrait également envisager des infrastructures multimodales. On pourrait passer de l'aéroportuaire au portuaire ou en passant par les rails. Comment visualisez-vous la faisabilité d'un tel modèle de fonctionnement? C'est une question, je paraphrase mon copanéliste, de planification. C'est-à-dire que dans le cadre de la rénovation d'un aéroport, on prévoit la route qui va mener à cet aéroport. On a à notre petit niveau, on va dire, une autoroute qui va à l'aéroport de Nsimalen. C'est une forme de multimodalité, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas encore en Afrique
en tout cas dans nos économies sous-régionales, au niveau d'avoir du rail qui arrive là, mais c'est autant de facteurs de rentabilisation de l'infrastructure qui ajoutent du flux, qui ajoutent des personnes, qui créent des emplois et qui fait en fait cet effet boule de neige positif. Et pour abonder dans son sens et apporter peut-être 2 autres éléments de langage sur le coût, tout ça est lié au coût dans le sens où en plus du coût de l'essence qui est plus élevé, c'est également un problème d'infrastructure dans le sens où les avions même ne sont pas les plus modernes, donc ils consomment plus de carburant. Les taxes dont votre reportage a parlé sont parmi les plus élevées du monde, donc elles rentrent dans le coût des billets d'avion. Et comme les infrastructures, on revient à l'aspect architectural, ne sont pas souvent les plus adaptées, les avions restent garés plus longtemps, donc ça coûte plus cher, donc les billets d'avion coûtent plus cher. Donc c'est une série de facteurs comme ça entremêlés qui entraînent une surfacturation qui se répercute sur les consommateurs et qui fait qu'on a les billets d'avion parmi les plus chers du monde. Donc tout va un peu ensemble. Justement, vous parlez de rentabilité. Lorsqu'on parle de transport aérien, on voit surtout le transport de personnes, mais parlons également du fret aérien qui représente un peu moins de 2% des volumes transportés en Afrique, mais plus de 30% de la valeur des échanges. Pourquoi ce segment reste-t-il aussi peu développé sur le continent africain selon vous? Je pense, encore une fois, c'est peut-être pas mon domaine d'expertise, mais ça rejoint les points que nous avons soulevés, c'est-à-dire avoir des compagnies aériennes fortes, des avions compétitifs qui peuvent tourner rapidement, qui peuvent transporter des produits rapidement. Mais encore une fois, restons positifs. Je pense que les infrastructures sont en cours de mise à niveau. Ça va déjà beaucoup contribuer à renforcer ce commerce-là. Et le fret est une partie importante puisqu'il y a des biens et des services qui, par définition, les produits frais ne peuvent se transporter que par avion. Donc, je pense que ça participe à cet effort de modernisation de l'ensemble des infrastructures et il y a l'infrastructure physique, là où les gens, les passagers, les avions se mouvementent, et je pense que ça rejoint aussi l'infrastructure, les avions eux-mêmes. Et idem en Afrique, on a besoin de nouveaux avions, de plus d'avions, que ce soit les compagnies existantes ou les compagnies à créer. Monsieur Fopa, tout à l'heure, Monsieur Bissek parlait, et on l'a même suivi dans le reportage, la réforme de la CEDEAO annoncée en décembre 2025 et entérinée en janvier 2026 de supprimer les taxes non directement liées au transport aérien et d'appliquer une réduction de 25% sur les redevances de passagers et de sécurité est-elle un signal aujourd'hui d'un vrai tournant dans le circuit aéroportuaire africain? Oui, moi je pense qu'il s'agit là d'un signal même très important parce que, comme on le disait tantôt, les billets d'avion coûtent excessivement cher et je pense que c'est ça qui fait en sorte que les populations n'arrivent pas à véritablement se déplacer parce que vous allez prendre par exemple un trajet comme peut-être Yaoundé, Garoua, on va vous dire voilà c'est 200 000 peut-être en fonction des périodes. Vous voyez que le citoyen lambda, pas facile pour lui d'avoir ce montant pour pouvoir prendre un billet. Alors que si on vous dit, voilà, avec la suppression de tous les taxes, un billet d'avion revient peut-être à 40 000, 50 000, ce sera très facile pour lui de prendre un billet rapidement. Donc, moi, je pense que la suppression d'un certain nombre de taxes au niveau de l'aviation peut être un catalyseur finalement de l'aviation en Afrique. Monsieur Ilouna, on parle de l'intégration et de catalyseur, mais il faut tenir compte du fait que l'Afrique de l'Ouest fait partie des communautés économiques régionales les plus intégrées du continent, après bien évidemment les pays de l'Afrique de l'Est. Est-ce que des sous-régions comme la CEMAC ou la COMESA ou encore la SADC peuvent suivre ou emboîter le pas à la CEDEAO en matière de taxation? Déjà, en termes de sous-région, c'est la CEAC plutôt que la CEMAC. Mais maintenant, pour revenir aux efforts d'intégration, il faut insister dessus parce que c'est le facteur même qui sera le coefficient multiplicateur en termes de retour sur investissement pour les économies sous-régionales et même nationales. Parce que, comme dit Joseph Kizerbo, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, dans la note des autres. Donc, pour revenir dessus, il est mieux pour nous de mutualiser nos efforts parce qu'en mutualisant nos efforts, nous empruntons du savoir de l'architecte,
du savoir du rédacteur en chef du média qu'il dirige, l'économie, et du planificateur stratégique et de la communicante que vous êtes. Et ensemble, nous pouvons créer quelque chose qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que lorsque peut-être individuellement quelqu'un voudrait créer quelque chose à son propre compte. Et en mutualisant donc ces efforts, on va voir que tout de suite, un certain nombre de taxes va sauter de lui-même. On va constater aussi que en termes de coût de certaines opérations dans le domaine aéronautique et aéroportuaire, il y a des coûts qui vont se réduire d'eux-mêmes. On n'aura pas besoin de chercher midi à 14h. La balance va s'équilibrer automatiquement vu que les flux vont devenir plus importants. Et en termes d'économie d'échelle, on gagne plus à avoir plus de trafic ensemble plutôt que d'avoir un peu de trafic tout seul. Depuis tout à l'heure, nous parlons beaucoup de transformation au niveau local et régional. Ce serait bien également qu'on s'intéresse à ce qui est fait à l'échelle continentale. Et justement, à ce sujet, l'Union africaine a lancé en 2018, le 28 janvier 2018, le marché unique de transport aérien MUTA, qui visait à libéraliser le ciel africain, unifier les marchés aériens ou améliorer la connectivité et baisser les coûts des billets. Aujourd'hui, seuls 35 États membres ont souscrit à l'engagement solennel de mettre en œuvre la décision de Yamoussoukro adopté en 2019 justement, représentant plus de 85% du trafic intra-africain et plus de 800 millions de personnes, mais aucun pays n'a encore mis en œuvre cette décision. Comment expliquer la différence entre les engagements politiques solennels et l'absence de mise en œuvre sur le terrain, Monsieur Iluna? La réponse est toute simple. C'est cet hyper-souverainisme qui continue de plomber la mise en œuvre d'une telle initiative qui est pourtant très belle sur le papier. Théoriquement, c'est quelque chose qui, par effet boule de neige, va doper beaucoup de choses dans le domaine du transport aérien. Sauf que chacun veut rester maître de son ciel. Et comment le faire? Monsieur Fopa, est-ce que vous avez une autre lecture sur cette question? Oui, moi je pense que pour ce qui est de cette question, c'est comme ça que la plupart des projets se comportent, c'est-à-dire que très bon sur le papier, et voilà, sur le terrain, l'application c'est toujours compliqué parce que même lorsqu'on parlait de la ZLECAf tout à l'heure, il y a des États qui ont signé, qui ont applaudi, mais qui peinent aussi toujours à ratifier. Donc moi je pense qu'il va falloir pour cette initiative, il va falloir une véritable volonté politique de la part des décideurs africains. Il va falloir qu'on mette en place vraiment une certaine volonté politique pour pouvoir faire décoller cette initiative. Monsieur Bissek, tout à l'heure, on parlait de la question de l'emploi. J'aimerais aujourd'hui, ou alors en ce moment, qu'on parle de façon un peu plus technique. Construire un aéroport demande, au-delà des matériaux, qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée. On parle d'architectes, on parle d'urbanisme, on parle de personnes formées dans le BTP. Aujourd'hui, est-ce que la formation professionnelle ou la formation universitaire répond à la demande du marché pour pouvoir aujourd'hui construire ou alors rénover ou moderniser ou multiplier les infrastructures aéroportuaires ou alors simplement de transport à l'échelle africaine? Clairement, probablement pas en Afrique à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je lisais les informations sur l'aéroport en construction de Kigali. Je crois que c'est un consortium composé de Mota Engil et une autre entreprise qui a gagné le marché. Le niveau de technicité, très clairement, de ce type d'infrastructure demande des entreprises qui sont assez spécialisées, c'est-à-dire que toute la chaîne de l'architecte, c'est-à-dire que sur ce point, par exemple, dans le monde, il doit y avoir 15, peut-être 20 maximum cabinets d'architecture capables de maîtriser de A à Z la conception d'un aéroport. C'est des infrastructures, faut en avoir une idée, qui sont comme des micro-villes, qui traitent des dizaines de milliers de personnes par jour. On parle de Zaha Hadid Architecte, Foster Architecte, ADPI, Aéroport de Paris, a une filiale qui est spécialisée dans la conception des aéroports. Donc ça, c'est le côté conception. Maintenant, le côté construction, je crois qu'un appel d'offres a été lancé pour l'aéroport de Douala, pour ne citer que celui-là, qui, je crois, a été gagné par une entreprise chinoise. Donc, c'est dans des entreprises quand même avec une certaine masse critique. Maintenant, au niveau local, évidemment, ils prennent des employés pour le béton, pour le sable, donc ça crée forcément des emplois. Mais dire qu'une entreprise de BTP camerounaise ou africaine peut
à l'heure actuelle de construire de A à Z un aéroport, j'en doute fortement à ce stade. Mais la question n'est pas vraiment là parce que les transferts de compétences peuvent avoir lieu, les créations d'emplois ont lieu de toute façon. Pour construire un aéroport, la chaîne de commandement dont on parlait, la chaîne de conception, les architectes, les entreprises sont là, mais localement, on va en prendre des Camerounais, on va prendre des Ivoiriens, on va prendre des Éthiopiens pour construire l'aéroport d'Addis Abeba. Donc c'est forcément créateur de valeur. Le BTP, il y a une expression consacrée là-dessus, quand le bâtiment va, tout va. C'est-à-dire que le BTP est par définition générateur d'emplois, donc c'est valable également pour les aéroports. Justement, comment capitaliser sur l'expertise de cabinets, par exemple, comme le vôtre, pour pouvoir, en plus de ce qu'on va aller chercher auprès des autres, en plus du transfert de compétences, maximiser davantage sur ce que nous avons à l'échelle locale? Justement, ce qui est prévu dans ce type de contrat, c'est une conception par des grandes firmes internationales et un suivi par une firme locale. L'architecte local, c'est un peu péjoratif, on dit plutôt architecte of record, c'est-à-dire celui qui va suivre au quotidien le chantier, qui va faire les rapports de chantier, etc. Donc il y a de toute façon des transferts de technologie et normalement, même dans la loi camerounaise, j'ai peur de dire une bêtise, on me corrigera si j'ai tort, il est prévu un pourcentage d'emplois locaux qui sont réservés aux ingénieurs, aux ingénieurs et aux acteurs locaux. Je pense que ça s'est fait sur les barrages. Voilà, ça doit être ça, merci. Je crois que même sur les barrages de Nachtigal, les grosses infrastructures, on ne peut pas dire qu'une entreprise camerounaise peut construire un barrage, mais des emplois ont été créés au niveau local. Donc je pense que ça va de soi. Ça ne s'impose pas, mais ça va de soi dans le cadre de la construction de ce type d'infrastructure. Monsieur Eluna, je reviens vers vous. À l'échelle 2030, date à laquelle la construction de l'aéroport de Bishoftu devrait être achevée, est-ce qu'on peut espérer que tout sera prêt en temps et en heure pour commencer à desservir le marché africain, le marché international? Bon, déjà, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas quel est le pourcentage d'avancement, quel est l'état d'avancement à l'heure actuelle. Je vais juste me fier à ce que Madame le directeur général disait elle-même dans le reportage. Ils y vont modestement, mais avec la ferme ambition de ne pas s'arrêter en chemin. Ça signifie que lorsqu'on parle de vision, c'est un horizon qu'on s'est fixé. Et l'horizon a cette particularité en géographie et en comment on appelle ça, en astro quelque chose, que on ne l'atteint jamais, on ne fait que l'approcher. Plus on l'approche, plus il s'éloigne. Ça signifie que s'il faut réfléchir en planificateur stratégique, ça signifie tout simplement que lorsque se rapprochera l'échéance de 2030, il y aura de nouveaux défis qui vont s'imposer et qui vont amener Kigali à reporter cette fois-ci sur de nouvelles bases l'échéance en termes d'horizon. Donc, peut-être ils se sont dit, pour 2030, sur le méga projet qui est peut-être de livrer un aéroport, on va livrer les infrastructures critiques. Et au-delà, on va étendre les activités connexes qui permettent à l'infrastructure critique d'être plus performante et plus efficiente. Donc, dans ce cadre précis, lorsqu'on présente une vision, on va dans l'espoir d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais si on ne l'atteint pas, et même si on l'atteint, il y a toujours des milestones supplémentaires qu'on se fixe. Si on a atteint en tel nombre de temps qu'on s'est fixé, l'étape moyenne, quelle est l'étape suivante? Et si on a fini avant le temps imparti, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en termes de continuité ou alors d'amélioration continue? Dans ce cadre précis, je pourrais répondre en tant que planificateur stratégique pour dire 2030, c'est bien de l'atteindre, mais il y a des défis certainement qui vont être en cours de route, qui vont leur permettre de s'ajuster. Merci pour cette intervention. Ce débat nous a permis de mettre en lumière une réalité essentielle. Les infrastructures aéroportuaires africaines sont un tournant dans l'économie du continent. Entre ambitions de mondiaux et contraintes structurelles, l'enjeu dépasse désormais la simple construction d'infrastructures. Il s'agit de bâtir un écosystème aérien intégré, compétitif et durable. Merci à nos invités, Monsieur Hervé Fopa, rédacteur en chef du quotidien L'économie, Monsieur Eluna Berthelemy, internationaliste, spécialiste des questions d'économie et de gestion, ainsi que Monsieur Pierre-Marie Bisset, cofondateur du cabinet Tebis Architects and Partners, pour leurs interventions. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur l'antenne d'Africa 24. Tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine.